Détrompez-vous, les deux Daft Punk ne font pas partie de la scène issue de Versailles, contrairement à Phoenix et Air. Thomas Bangalter est parisien, Guy Manuel de Homem Christo vient de Neuilly-sur-Seine. Les deux se rencontrent au lycée Carnot à Paris alors qu'ils n'ont que 12 ans. Mais pourquoi est-on persuadé qu'ils sont versaillais? Peut-être à cause de leur ami Laurent Brankovitz, avec qui ils avaient monté leur premier groupe de rock. Et peut-être parce que ce même Laurent se séparait des Daft pour ensuite devenir le guitariste officiel de Phoenix, pur produit de Versailles. Peut-être. Avant Daft Punk, il y avait donc Darlene, leur tout premier groupe. Et ça, c'était pas juste un délire de lycéens. Les trois jeunes musiciens avaient d'ailleurs sorti 2 morceaux sur la compilation d'un label anglais. Un truc un peu noisy punk, bien loin du futur son des Daft Punk. Sauf que leur musique ne plaît pas à tout le monde, notamment à Dave Jennings, un journaliste de Melody Maker, magazine anglais assez réputé, qui a défoncé les titres des Français, les qualifiant de punk débile. En VO, ça donne Daft Punky Trash. Quand le groupe s'est séparé et que Thomas et Guy Manuel ont décidé de former un nouveau groupe, le duo a décidé de faire un énorme fuck à la critique et de reprendre cette formule à leur compte. Les Daft Punk sont nés. L'histoire est folle. Elle a pour origine un DJ anglais, Nicky Holloway, qui s'ennuie à mourir. Il tombe sur un reportage sur Disneyland Paris, appelé alors Euro Disney, en galère financière depuis sa récente ouverture. Nick a alors une idée, organiser une teuf là-bas. 5 semaines avant, Disney flippe et annule, de peur de voir Mickey être associé à de l'acide. Mais Holloway décide de maintenir la soirée et ramène des DJ du monde entier dans un champ pas très loin. Et à côté de Laurent Garnier et d'autres légendes de la musique électronique, on retrouve un certain groupe du nom de Daft Punk. Ils jouent un de leurs tout premiers sets devant un public, testent leur tout premier morceau, The New Wave. Et impressionnent les deux Écossais à la tête de Soma Records. Ces derniers signent alors nos Français qui sortiront 2 EP, dont un certain Daft Punk. Donc oui, si vous connaissez les Daft Punk, c'est grâce à une rêve ratée chez Mickey. Alors qu'ils commencent à faire parler d'eux dans le monde entier et que leur premier album Homework est sur le point de sortir, les Daft Punk trouvent la célébrité ridicule. Ils décident, un peu sur un coup de tête, de ne plus montrer leur tête, justement. Chose qu'ils feront jusqu'à la fin. Mais avant de porter les casques que l'on connaît, à 65 000 $ chacun, ils avaient opté pour le système D. Dans leur premier shoot pour les Arocs, leur manager Pedro Winter a couru dans une boutique de farce et attrape pour choper un masque à 10 francs. Depuis, leur style est bien plus élaboré. Mais on ne peut pourtant pas s'empêcher de les imaginer avec ces déguisements un peu schlag tout au long de leur carrière. Vous connaissez sans doute Interstellar 5555, l'incroyable film d'animation concocté par Leiji Matsumoto, le papa d'Albator, qui reprend tous les morceaux de l'album Discovery. Vous connaissez peut-être aussi Electroma, sorte de road trip des 2 robots dans le désert alors qu'ils sont à la recherche de leur humanité. Un film sans dialogue, très lent, plus proche du cinéma d'art et d'essai que de la culture manga. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que ces 2 films, leurs seuls films d'ailleurs, ont été présentés à Cannes. Le premier a été projeté à la quinzaine des réalisateurs, le deuxième, Electroma donc, était en compétition officielle aux côtés de The Host de Bong Joon-ho, la grande classe, les Daft peuvent tout faire. Discovery, c'est 2 ans de travail. Interstellar 5555, c'est 3 ans de galère. À l'opposé, Human After All, le 3e album des Daft Punk, a été conçu entre septembre et novembre 2004. L'idée est de créer un disque dans l'urgence, basé sur une paranoïa envers la technologie, en s'aidant du livre culte 1984 de George Orwell. Mais oui, en moins de 2 semaines, tous les titres de Human After All ont été composés et enregistrés. Et en un mois maximum, il était mixé. C'est sûr qu'on est loin des 18 mois qu'il a fallu au duo pour pondre le tube Get Lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Présents dans les médias au début de leur carrière avant de se faire plus discret après la sortie de Discovery, il y a néanmoins un médium que les Daft Punk ont toujours évité, c'est la télé. Le duo a toujours évoqué sa méfiance à l'égard du petit écran, le qualifiant d'utile comme de dangereux. Une méfiance qui a amené le duo à accepter de passer à la télévision seulement lorsqu'il a fallu accompagner Kanye West sur scène aux Grammy Awards. C'était en 2008, 15 ans après la naissance de leur carrière. Donc oui, les Daft Punk sont des habitués des Grammy Awards, la cérémonie la plus prestigieuse côté musique. Ils en ont gagné 6, ont été nommés 12 fois, un record pour un artiste français. Plus que Pierre Boulez et les Gypsy Kings, c'est dire. Autant dire que ça fait pas le figure comparé aux victoires de la musique qui n'ont jamais récompensé le duo. Cela aurait pu être le cas en 2014, mais le duo a demandé expressément à son label de ne pas être nommé. Une vengeance face au silence de la cérémonie qui n'avait nommé qu'une seule petite fois sur toute leur carrière le groupe Daft Punk en 2008 pour la catégorie Meilleur Live, et ils avaient perdu d'ailleurs face à Michel Polnareff.
En 1997, alors que leur premier album s'apprêtait à sortir, Thomas Bangalter racontait l'impact des rêves sur leurs goûts musicaux. Il disait que cela permet de découvrir qu'il y a autre chose que l'aliénation musicale quotidienne, toute la merde qu'on a réussi à nous servir depuis des années. La moitié de Daft Punk ne savait pas que 3 ans plus tard, One More Time deviendrait un énorme tube de la sorte. D'autres suivront, jusqu'à l'incontournable Get Lucky. En vendant 20 millions d'albums à travers le monde, le duo est devenu une icône même de la musique pop.